Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On revient après ce Divisional Round, après aussi ce live, et on vous remercie tous d'avoir été présents sur Twitch ce dimanche soir pour le match qui, on va pas se le cacher, n'a sans doute pas été le plus passionnant de tout le week-end, mais il a été là quand même. Bon, c'est pas nous qui choisissons la programmation, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. En tout cas, un grand merci à toute la communauté d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis, d'avoir alimenté les discussions sur le chat. C'est toujours un vrai plaisir de vous avoir avec nous. On va revenir pendant les 3/4 d'heure ou l'heure qui vient sur les 4 matchs de ce tour de Divisional Round. On va faire d'abord la NFC, on fera la FC ensuite pour que ce soit plus clair pour ceux qui découvriraient la NFL à l'occasion de ces playoffs. Avec moi, on n'a pas l'équipe complète aujourd'hui parce que on va tuer le suspense dans l'œuf. Vince a déclaré forfait. Il s'est couché trop tard. Quand il dépasse minuit, en fait, c'est comme un Gremlins. Après, le lendemain, il peut plus assurer. Donc voilà. Bon, désolé, il n'y aura pas Vince aujourd'hui. Vous n'aurez pas de recette de chili de bison. Il est en train de la préparer pour sa prochaine participation à Top Chef. En attendant, on a quand même les meilleurs, donc c'est déjà pas mal. On a mon Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Écoute, je pense qu'on va spoiler. En fait, Vince prépare son livre 50 façons de préparer le bison, qui 50 nuances de Vince. 50 nuances de bison, qui sortira le 12 aux éditions Graillard. Vous pouvez le précommander déjà dans toutes vos boucheries préférées. Sinon, il sait que ce week-end, c'était le Divisional Round. Divisional Round un peu compliqué pour moi, et pas seulement à cause du match de dimanche, même si, bon, je vous cache pas que j'ai failli lasser quelques points de santé mentale dans cette affaire. Toujours est-il que, on y voit plus clair, nous avons nos finalistes de conférence. Je pense que le maître mot de ce débrief de ce soir, ce sera turnover, parce que bon sang de bonsoir, il y en a eu un paquet sur les matchs de ce week-end. Il y en a quelques-uns. Et pour une fois, on va pas vous spoiler non plus, mais Sam Darnold n'est même pas responsable de cet état de fait. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. En tout cas, t'as passé une sale journée de dimanche. Mon Seb, entre le dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, le dimanche soir, bref, il y a rien qu'à aller. On rappelle que Vince... Week-end compliqué pour moi, week-end compliqué. Son livre devait s'appeler 50 nuances de Vince, mais comme c'est Vince qui l'a écrit, ça s'appellera 50 nuances de Vince. Voilà. On comprendra pas trop ce qu'il y a écrit sur le livre, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Mon Yaya est avec nous aussi. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate. C'est un Yaya Vince. Il faudrait se calmer, ça devient de l'acharnement là. C'est un croisement. Oui, là c'est de l'acharnement thérapeutique, j'ai envie de te dire. On a testé tout, mais écoute, ça va très bien. Bon, moi, je suis pas concerné par les playoffs. Non, nous, c'est vrai qu'on vit bien ces week-ends de playoffs, on les vit détachés, tu vois. Oui. Alors toi, faudrait peut-être te rattacher un peu, mais bon. On s'attache, comme disait Christophe Maé. Mais oui. D'ailleurs, tu enlèveras la croix de Saint-André derrière ta vidéo, s'il te plaît. Oui. Ça va partir n'importe comment, cette affaire. Ça va partir... Ouais, bref. Quand Vince c'est pas là, les souris dansent. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une croix de Saint-André, vous ne cherchez pas sur Google. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Vous allez en Écosse. Voilà, oui, on peut faire ça. Bon, on commence par la NFC. On va commencer, j'ai envie de dire, mon Seb, on va arracher le pansement d'un coup. Comme ça, après, ce sera le plus dur sera passé. On va parler du Seattle 49ers. Ça n'a pas été le match le plus serré du week-end. Ça a même été, disons-le clairement, le plus déséquilibré, avec un match qui a très rapidement, au bout de 10 secondes de jeu, tourné en faveur des Seahawks. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque Seattle a marqué dès le retour du premier kick-off. Et on savait tout de suite que c'était mal engagé. On a eu très peur que la même affaire que celle qui s'était déroulée lors de la Week 18 se représente à nous, c'est-à-dire une attaque mise sous les ténoirs et du côté de San Francisco, et surtout un match avec très peu de score. Alors, on a eu droit qu'à un seul de ces deux facteurs. Ça a été l'attaque mise sous les ténoirs, parce que bon sang de bonsoir, 41-6, en termes techniques, c'est ce qu'on appelle
une bonne raclée. Hein. Du côté, je vais commencer par le plus douloureux. Hein. Du côté de San Francisco, il fallait s'y attendre. Déjà, au vu du match de la semaine 18, où le dispositif défensif de Seattle a été absolument parfait, ils ont refait exactement ce qu'ils avaient fait il y a 3 semaines. On a stuffé la ligne, on a rushé Brock Purdy, on a arrêté le jeu au sol, et ça a amplement suffi pour arrêter une équipe de San Francisco. Déjà, on l'a déjà dit, et on l'a dit à plusieurs reprises cette semaine, très handicapée par les blessures, mais qui était en plus privée de George Kittle. Christian McCaffrey et le tight end Jack Sanchez jouaient également avec des blessures mineures, mais le bilan de tout ça pour les Niners, c'est un jeu au sol quasi inexistant, 108 yards au total, dont 37 pour Brock Purdy qui finit meilleur coureur de cette rencontre pour les Niners et 35 pour Christian McCaffrey. Du côté du jeu aérien, c'est égard mieux, 15 sur 27, 140 yards, une interception et 2 sacs pour Purdy, obligé de courir pour sa vie pendant toute la soirée. Les receveurs ont été absolument invisible. Le meilleur, c'est Jack Sanchez avec 5 réceptions et 59 yards. Ricky Pearsall, qui était de retour, lui aussi a été complètement transparent. 0 yard, 0 réception. Le corps de receveur est peut-être d'ailleurs l'un des soucis de ce club de San Francisco. Au final, c'est une lourde défaite qui va laisser des traces, mais en même temps, cette saison, ça devait être non seulement une sorte de nouveau départ à zéro pour les Niners après la saison précédente qui avait été catastrophique, et plus encore avec l'avalanche de blessures, je pense que se retrouver à jouer le first seed, la tête de série numéro 1 lors de la dernière journée, c'était plutôt inattendu pour cette équipe. Ils finissent tout de même leur saison régulière à 13 victoires. Il y a des points de progression qui sont clairement identifiés. Le pass rush, le cœur de receveur, le secondary. Est-ce qu'on enregistrera le départ de Robert Saleh, qui est très demandé pour les jobs de head coaching qui se sont libérés? Tout ça, ça ouvre quand même des perspectives pour les Niners. Pendant que tu parles du head coaching, j'en profite pour dire que ce podcast va donc être publié mardi matin. Demain, vous aurez un épisode spécial de Tailgate où on va revenir avec Yaya sur tous les mouvements de ces dernières heures au niveau des head coaching, John Harbaugh qui arrive chez les Giants, Kevin Stefanski chez les Falcons et le départ de Sean McDermott des Bills de Buffalo. Ça, ce sera publié mercredi matin. Comme ça, vous en aurez un mardi, un mercredi et un vendredi pour la présentation des finales de conférence. Bref, c'est parfait. Si en plus, mercredi soir, vous venez voir l'After Foot US sur YouTube, alors là, vous aurez du Foot US quasiment tous les jours. Voilà. Et attends, il peut y avoir une breaking news entre-temps. Il peut, tout peut se passer. Et puis, il n'est pas impossible qu'il y ait un podcast NCAA sur la finale entre Indiana et l'Université de Miami. Bref, tout peut se passer. C'est la fête. Mais c'est fête. C'est la fête. Mais c'est la fête. Là, c'est lâcher tout et c'est parti. Hein. Là, c'est la grande fête. Mon Yaya, on a une équipe de Seattle. Seb l'a très bien dit, qui a mis complètement sous les ténoirs. Je repense à ce que tu as écrit tout à l'heure. Qui a mis complètement sous les ténoirs cette équipe de San Francisco. Ça fait quand même 8 cartons de suite contre San Francisco qu'ils n'ont pas pris un seul touchdown, les Seahawks de Seattle. Ils ont une très bonne défense. Ils ont une attaque qui a passé 40 points aux 49ers. C'est quoi le plus impressionnant pour toi dans cette équipe? La défense, l'attaque ou justement cet équilibre entre les deux? L'équilibre entre les deux, mon capitaine, j'ai envie de te dire. Malgré tout, je n'arrive pas à... Alors, c'est bizarre, mais j'arrive pas à voir Seattle si fort que ça parce que du côté de San Francisco... Moi, il y a une chose, c'est qu'il y a tellement de blessures que tu te dis, est-ce que l'écart est pas dû aux blessures? Ouais, mais ça vient quand même au bout d'une saison régulière où ils finissent premier de la conférence dans une division qui est quand même pas la plus simple non plus. Ils finissent premier de conférence. Ils écrasent leur premier tour parce qu'à part, alors vous allez me dire ça fait beaucoup, d'accord, mais à part George Kittle, par rapport aux Eagles la semaine dernière, il n'y a pas un nombre d'absents incroyable non plus. Tu vois, ils n'ont pas perdu leur QB et McCaffrey et machin tout. Sauf que la semaine dernière, ils s'en sortent et là, ils en prennent 41. Tu sais comment ça peut se passer, le sport de haut niveau. Des fois, tu as des choses qui cliquent
Et tu as ta défense qui step up et tu arrives à gagner un match à l'énergie avec une équipe qui est. Toi, tu es à 100%, voire 101%, et l'autre équipe qui doit être plus forte et qui est à 95%, et ça passe. Faut pas oublier que la NFL, c'est quand même des. C'est de la chance. Non, c'est des Formule 1. Oui, oui, ça c'est Wake qui dirait ça. Mais c'est l'écart entre la meilleure franchise et la plus mauvaise franchise, elle est pas si énorme que ça. Et des fois, tu vois, il en faut peu pour être heureux. Comme dirait Balou. Exactement. Donc, ok. Moi, je pense que ce qui a joué beaucoup quand même entre les deux, alors il y a l'absence de George Kittle, mais vous allez me dire, c'est une la palissade, mais le début de match complètement différent entre le Seahawks 49ers et le Eagles 49ers de la semaine dernière bascule tout. Si Rachid Shahid est arrêté au bout de 25 yards, peut-être que c'est pas du tout la même limonade. Là, tu pars, au bout de 5 secondes, tu es déjà à 0-7. Il faut rappeler que la semaine dernière, contre les Eagles, les 49ers avaient en premier le ballon et ont tout de suite réussi à faire des gros jeux. Tout de suite. Il y a eu des très très gros jeux offensifs. Ils ont pris le score. Alors après, ils ont été rattrapés, ils ont été menés au score. Mais il y avait déjà un capital confiance qui s'était installé dès le début du match. Là, t'arrives, t'es pas favori, tu prends un coup de bambou au bout de 4 secondes, tu vois, bah déjà, faut t'en remettre. Mais moi, je pense que c'est surtout le flow du match, parce que dès que tu es dans le rythme, c'est beaucoup plus facile. Et tu vois, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on parle souvent des momentum qui changent et tout ça. En fait, l'effectif ne te permet pas d'avoir ce genre de trou d'air. C'est-à-dire que si tu te prends en retour direct, tu n'as plus le personnel en attaque. Seb l'a très bien dit, notamment en termes de receveurs pour faire les big plays. Et ça a été extrêmement bien identifié du côté de Seattle. Donc tu bloques le jeu de course, donc pas de jeu aérien, mais comme il n'y a pas de jeu aérien, il n'y a pas de jeu de course, et c'est le serpent qui se prend la queue. Alors, je sais que toi, tu es extrêmement critique sur Sam Darnold, mais je vais quand même te donner la parole sur Sam Darnold. Sam Darnold, je vais rappeler ses stats, tu l'as pas fait, hein, Seb, hein, tu l'as pas donné ses stats. Non, je sais pas donné. 12 sur 17 à la passe, 124 yards, un touchdown, aucune interception, un rating de 110.9. Mais il n'a pas besoin de lancer. Bah le non, match a fait qu'il n'avait pas besoin de lancer, donc il était dans un fauteuil. Voilà, donc tu crois toujours pas à Sam Darnold en playoff? C'est sa première victoire. Kirk Cousins aussi a eu une victoire. Hein. Alors la réponse, c'est non, j'y crois pas. C'est ça le truc. Mais, non, c'est quoi la réponse? J'y crois ou j'y crois pas? Je t'ai pas parlé de Kirk Cousins, là. Non, mais... Il est probablement très gentil aussi, Sam Darnold. Mais je pas... Ah, il est un peu rond, quand même. Oui, mais bon, ça, c'est voilà. Non, mais blague mise à part. Oui, j'y crois un peu plus. J'y crois un peu plus. Maintenant, il a toujours, comme disent les Américains, a chip on the shoulder. Donc, un mouton sur l'épaule. Hein? Un mouton sur l'épaule. Le chip. Ah, d'accord. Oui, sheep. Un mouton sur l'épaule. Il n'y a pas de... Mon Dieu, l'imitation du dauphin faisait déjà peur, mais celle du mouton... C'est quand même triste. Hein. Bienvenue dans 30 millions d'amis. Sur un podcast 100% animaux. Comment il s'appelait le chien? Le berger allemand. Laika, non. Non, Mabrouk. Mabrouk, voilà. Oui, Mabrouk, Laika, c'est celui qui est dans l'espace. Bon, bref, on s'éloigne. Hein. Oui. Tailgate est une émission culturelle, donc. Oui, tout à fait. On était sur ça. Non, moi, je pense qu'effectivement, chaque victoire le légitime un peu plus. Effectivement, il est beaucoup plus légitime qu'avant. On avait des doutes sur lui, sur sa capacité à gagner en playoff. Pour l'instant, voilà, il n'a pas eu besoin de forcer son talent. Il n'a pas fait d'interception, il n'a pas perdu de balle. Écoute, même s'il s'est fait saquer 2 fois, un touchdown, 0 interception, forcément, ça va. Mais il est 124 yards. Il n'a pas eu besoin de faire plus. Son jeu au court,
Kenneth Son, Walker fait quasiment autant à la course que lui à la passe. Ouais. D'ailleurs, en parlant des running backs des Seahawks, Zach Chardonnay, Chardonnay, c'est comme ça que Vince il l'appelle. Zach Charbonnet s'est blessé au genou, un ligament croisé pour Zach Charbonnet ça peut faire très mal. Hein. qui du coup, voilà, le jeu de course va reposer sur Kenneth Walker et éventuellement sur Rashid Shaheed, qui d'après Wake ne sert à rien dans cet effectif, mais qui peut quand même parfois, sur un coup de chance, réussir à gagner quelques yards. On sait jamais. On salue notre ami Wake, bien évidemment. Mais c'est que de la chance. Mais c'est que de la chance. Rashid Shaheed ne sert à rien, comme chacun le sait. Alors, les Seahawks se sont donc qualifiés pour la finale de conférence et ils retrouveront une nouvelle fois une équipe de NFC West. Décidément, eux, en fait, les Seahawks, ils vont avoir l'impression d'avoir fait une saison en NFC West, en fait. Ils vont avoir fait leurs 18 matchs, tu vois, les 17 au sein de la division. Ensuite, premier tour de playoff pour eux, ils jouent la NFC West. Deuxième tour, ils vont jouer la NFC West. Et s'ils vont au Super Bowl, ils jouent dans un stade de NFC West. En fait, voilà, ils auront eu l'impression de faire que de la NFC West toute la saison. Quoi. Et parce que vous qui disiez que les transports et tout ça, bah, eux, ils en feront moins du coup. Ah bah oui, ça, ils vont en faire moins, ça c'est sûr. Mais bon, c'est l'avantage d'être first seed, c'est que généralement tu te déplaces moins. Quoi. Oui. C'est un peu le concept, c'est un peu l'idée. Tu vois, notre seed, et là, c'est juste à côté de chez toi. Voilà. Enfin, oui. Bon, c'est pas très loin, mais Seattle, San Francisco, c'est pas non plus. C'est pas non plus la banlieue, quoi. quoi. C'est pas 50 km non plus. À l'échelle des États-Unis, c'est que dalle. Et si prends un exemple, ça aurait été Buffalo, mais bon, Palorama, hein, j'ai envie de te dire, ça faisait beaucoup plus loin. Oui, bien sûr. Mais bon, ça aurait été Los Angeles, San Francisco, c'était plus près. Ah oui. Ah oui. Et ça aurait été Portland. Oui, bon, enfin, on va pas faire toutes les villes des États-Unis non plus, hein, parce que on a autre chose à faire. Et quand les Bears de Chicago qui recevaient donc les Rams de Los Angeles. Un match, mon Seb, qui s'est joué dans les derniers instants. Alors ça s'est joué dans les derniers instants des deux côtés parce qu'il y a eu une passe incroyable de Caleb Williams sur 4e tentative pour revenir à 17 partout. Et finalement, les Rams qui s'imposent en prolongation 20-17. On n'a pas commenté le bon match dimanche. en même temps, est-ce qu'on aurait eu toute notre commu à 2h du matin? C'est ça la question. Et ben on le vérifiera le soir du Super Bowl. On le vérifiera le soir du Super Bowl, voilà. Mais dimanche, on n'a pas commenté le bon match. Effectivement, des Rams qui survivent à ce touchdown miraculeux de Chicago en 4e quart-temps, hein, avec Caleb Williams qui est rushé, qui recule. On se dit que c'est mort, mais non, il trouve Cole Kmet pour égaliser et arracher la prolongation. Mais c'est pour les Rams, c'est la défense en overtime qui redonnera la balle à son attaque suite à une intervention de Cam Curl. Et cette attaque fera le nécessaire pour se mettre à portée de fusil. Et Harrison Mavis convertira son field goal de 42 yards. Quelque chose d'assez intéressant sur ce match qui s'est disputé dans des conditions particulières. Hein, parce que Chicago, à cette époque, il fait froid et en plus, on avait droit à la neige. Les Rams n'ont couru que 11 fois lors des 3 premiers quarts-temps, mais 19 fois dans le 4e, lorsque le match était dans la balance, et surtout pour permettre de tremper forte qui a fait un match en demi-teinte, hein, 20 sur 48 yards pour lui. Et ce jeu au sol, il n'a pas forcément été très productif. Oui, 258, autant pour moi. Faute de frappe. On ne lui enlève pas 10 yards, ça fait un first down. Loin de moi cette idée. Et ce jeu au sol, donc, il n'a pas été forcément très productif parce que il termine le match à 111 yards, mais il a eu le mérite d'user la défense de Chicago dans ces conditions météorologiques très compliquées. Et cette défense, elle a connu une première mi-temps difficile avec notamment 8 plaquages manqués. Elle s'est bien repris en deuxième mi-temps avec 2 punts forcés, une interception, un turnover on down, les deux provoqués sur leur propre 2 yards, et notamment justement sur turnover on down, ce stop, le gros hit de Quentin Lake sur DeAndre Swift, et ces gros hits pour stuffer la course qui ont été une des marques de fabrique des Rams sur cette rencontre.
On a eu des Rams, mon Yaya, qui ont été quand même bien tenus, notamment dans le jeu aérien. Alors, on savait que ça allait être difficile pour Matthew Stafford avec les conditions climatiques. Il faisait très froid. Seb en a parlé. Il y avait même, je ne sais même pas si c'est de la neige, du givre. Enfin bon, c'est des conditions très hivernales. Et on se retrouve avec le meilleur receveur des Rams, qui n'est autre que Colby Parkinson. Oui. Ça doit quand même être, si je dis pas de la première fois, vas-y, fais ta blague tout de suite. Non, il n'a pas tremblé. Excellent. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être la première fois de la saison qu'on n'a pas soit Puka Nacua, soit Davante Adams qui est meilleur receveur, hein. On a un Puka Nacua à 5 réceptions, 56 yards, alors qu'il a été visé 10 fois, Ouais. et Davante Adams visé 6 fois, 2 réceptions, 24 yards. On met ça sur le crédit de quoi? Du temps ou de la très bonne défense des Bears? Je pense que c'est. Les Bears, ils étaient habitués à en prendre du yard, hein, quand même, normalement. Oui, C'est une défense qui crée des turnovers, mais qui prend beaucoup de yards, normalement. tout à fait. Mais le temps a fait que tu pouvais pas forcément avoir des gros big plays. Et la défense s'est ajustée, justement. Et je pense qu'ils ont eu peur du big play. Donc, du coup, ils ont ajusté la défense. Il y a eu des gros ajustements en défense. Et effectivement, le fait que ce soit Parkinson, il a pu beaucoup plus naviguer. Mais lui aussi, il a été targeté 7 fois pour seulement 3 réceptions. Donc, il y a eu beaucoup de. Seb l'a dit, il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu de Stafford. Donc, malgré tout, quand c'est comme ça, je pense que oui, il y a du déchet, mais c'est aussi lié à la défense. Stafford a été saqué 4 fois quand même, hein. Donc, il y a un peu de tout, quoi. Cette équipe des Bears, mon Seb, je vais donner les chiffres de Caleb Williams, c'est 23 sur 42, 257 yards, 2 touchdowns et 3 interceptions dans ce match. On a une équipe des Bears qui a failli nous refaire le coup qui nous avait fait contre les Packers, c'est-à-dire de revenir à la dernière seconde, de renverser une nouvelle fois le match. Cette fois, la pièce n'est pas tombée de leur côté. Mais on a quand même la sensation que les Bears sont sacrément sur la bonne pente pour être performants dans les années à venir. D'autant que on ne peut s'empêcher de se dire que Caleb Williams a encore une sacrée marge de progression, que le produit est pas encore tout à fait fini. Tu as rappelé ces statistiques, hein, 23 sur 42, on est à peine au-dessus des 50% de réussite, mais c'est ses chiffres habituels, hein, sur la saison. Il a à noter, il a semblé être gêné sur sa main après un coup reçu en début de match. Je pense Très qu'il tôt, plus ouais, après très tôt. Je crois que c'est dans le premier drive qui se fait mal à la main. C'est sur le premier drive et on l'a vu à plusieurs reprises, voilà, se prendre la main, se la secouer, etc. Parce que je pense en plus quand on prend, c'est pas, je sais, quand on prend ce type de coup dans une atmosphère très très froide, ça peut être particulièrement douloureux. Il a eu l'air gêné pendant toute la rencontre. Après, cette attaque, elle a marqué 2 fois sur des 4e tentatives, mais elle a aussi loupé le coche sur 3 autres conversions du même type, toutes proches de l'embut adverse, et qui ont souvent été stoppées sur des situations de conversion avec des yardages courts. Le fameux stuffing de la course dont je parlais plus tôt, 13 stuff d'ailleurs pour la défense de Los Angeles. Il y a aussi eu un drop de Rod Odunze qui a pas forcément aidé, un drop qui aurait pu donner un touchdown, et ça a changé en tout début de match. En tout début de match, ça changeait sans doute la physionomie de la rencontre, mais en effet, Ben Johnson, il a réussi un tour de force avec cette équipe de Chicago en non seulement leur faisant remporter leur division, mais également en les amenant jusqu'au tour de divisional dès sa première année de coaching. L'avenir s'annonce, à mon avis, plutôt radieux du côté des Bears. C'est peut-être même une équipe qui va faire peur, hein, dans les saisons à venir. Même sentiment pour toi, mon Yaya? J'ai oui, sur un avenir très proche. Sur la durée, c'est toujours compliqué de le savoir. Sur la durée, c'est des macarons. Exactement. Ou Pierre Hermé, mais c'est encore meilleur.
On revient sur la cuisine, à deux Ah doigts oui. du chili de bison. Oui, mais là, on est plus sur le dessert, tu vois. C'est dingue. Je vois, moi, en fait, si tu veux, je vois quand même une analogie avec ce qui avait été fait du côté de Détroit, c'est-à-dire longtemps dans un certain marasme, recherche de quarterback. Ils ont enfin trouvé, ils ont trouvé le coach idoine. Et je pense qu'il y a un peu plus de stabilité que du côté de Détroit au niveau du coaching, enfin du head coaching. Donc du coup, oui, mais attention, le problème c'est qu'il y a des grosses places fortes, notamment Green Bay et Minnesota une année sur deux. Donc Et comme cette année, ça a été une année moyenne pour Minnesota, l'an prochain, bon, ce sera une bonne année. ouais, tout à fait. S'ils arrivent à garder Justin Jefferson. Mais ça, c'est un autre débat, Pour un autre jour. Pour un comme autre dirait jour. notre ami. Voilà. La finale de conférence NFC, ce sera donc les Seahawks de Seattle qui recevront les Rams de Los Angeles et ce sera dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine prochaine à minuit et demi. Ce sera à suivre sur les antennes de Beansport et on fera une présentation complète de cette rencontre en fin de semaine dans le podcast qui sortira vendredi. On passe du côté de l'AFC avec le match entre les Broncos et les Bills, le match qui a connu le plus de points dans cette partie, dans ce divisional round, 33-30 la victoire des Denver Broncos. Là aussi, après prolongation, on a quand même deux victoires après prolongation dans dans ces 4 matchs. C'est quand même particulièrement intéressant. Avec Deux matchs pas serrés. avec là, mon Seb, 2 équipes qui se sont rendues vraiment, coup pour coup. Il y a eu de tout. Il y a eu des bonnes phases offensives, il y a eu aussi beaucoup de turnover. Oui, on avait dit que ce serait, j'avais dit d'ailleurs, pas on, hein, que ce serait un des maîtres mots de ce débrief. Il va quand même falloir du côté de Denver qu'on s'inquiète du fait qu'on laisse s'évaporer une avance de 13 points en deuxième mi-temps, alors qu'on est en Alors divisional round. je te coupe une seconde, je suis pas sûr, mais on va y revenir juste après, que ce soit la source principale d'inquiétude à Denver aujourd'hui. Alors oui, non, mais ne me casse pas mes effets comme ça. Non, Ah là, pardon, c'est dingue. désolé. Moi, j'essaie d'installer une ambiance, tu vois, de faire mon travail de compteur au-delà de J'avais mon allumé travail les de journaliste. bougies Et voilà, et j'ai soufflé dessus. D'accord, pardon. voilà. Mais aucun respect pour les artistes. C'est Non, dingue ça. je suis un influenceur, moi, faut que ça aille vite. Ça, Qui est une influenceuse. Et c'est quoi ton code promo? c'est ça. Vas-y, mon Seb, pardon. Donc oui, un de ces problèmes, enfin, effectivement, ça aurait pu être le problème majeur si tout en était resté là. Bonix, justement, alors, il a su être clutch quand il fallait, un drive de 73 yards avec une passe de touchdown de 20 yards à Marvin Smith Jr. pour prendre la tête. C'est Buffalo qui arrachera cette overtime, mais Nix mènera tout de même le drive pour le field goal de la victoire de Will Lutz. Donc Bonix, on le disait, 26 sur 46, 279 yards, 3 touchdowns, une interception, un match en dents de scie. Il mène également les coureurs avec 29 yards en 12 courses. Mais Sean Payton a montré qu'il était confiant en Bonix puisqu'il n'appellera qu'un seul jeu au sol dans le 4e quart-temps de ce match particulièrement serré. Alors, ça, on l'avait dit, hein, que Bonix, au passage, dans la présentation, on avait dit que Bonix à la course pouvait être une solution pour les Broncos. Hein. Et la preuve, il l'a été. Sauf que il va pas l'être longtemps parce qu'il va être très difficile pour lui de courir avec une seule cheville, puisque la mauvaise nouvelle pour Denver, il fallait qu'il y en ait une. Il faut croire que les fans des Broncos n'ont pas le droit d'avoir des jolies choses. Bonix s'est blessé, il s'est cassé la cheville et le sort des Broncos reposera entre les petites mains de Jarrett Stidham pour la finale de conférence. Je suis moyen confiant pour l'attaque. Néanmoins, leur défense, une fois de plus, s'est très très bien comportée. Ils ont provoqué 5 turnovers alors qu'ils n'en avaient pas 14 en 17 matchs cette saison. Ils ont certes encaissé 449 yards. Aucun punt n'a été provoqué par eux, mais ils ont réussi les jeux qu'il fallait au bon moment. Alex Singleton qui provoque un fumble de James Cook assez tôt
dans le match. Nick Bonito qui en provoque 2, dont un de Josh Allen. PJ Lockley et Jaquan McMillian qui réalisent chacun une interception, dont une en overtime pour McMillian. Match plein de leur côté aussi, et précisément les turnovers, c'est ce qui aura eu raison de Buffalo sur ce match. Je vais jeter un pavé dans la mare, mon cher Yaya. Lamar Jackson ? Oui. Je vais jeter un pavé dans la mare parce que, mon cher, je sais ton amour de McDermott en playoff. Et est-ce qu'on pourrait pas se dire que la différence là se fait sur le coaching, sur Sean Payton qui bat McDermott, sur l'expérience en playoff, sur le savoir gagner en playoff d'un coach comme Sean Payton qui a, on l'a dit, profité d'un Bonix qui l'a fait courir, c'était l'une des solutions, qui a aussi ouvert le cahier de jeu avec ce touchdown de Crum qui est voilà, qui est un all-line, hein, qui est un joueur de ligne, hein, qui est pas là normalement pour marquer des touchdowns. Et voilà, on a eu vraiment peut-être une leçon aussi de coaching de sa part. Expérience au coaching, je pense que oui, parce que McDermott n'a jamais gagné de Super Bowl, mais Et puis il en gagnera pas avec les Bills du coup. non. Non, ah bah non. Maintenant c'est sûr. Je garde mes avis pour le podcast. Pour le podcast. Oui. Je reviens toujours sur ce que je disais. Il y a des coachs qui savent faire passer des équipes qui sont nulles, qui sont faits pour coacher des équipes nulles pour les faire passer en équipe de playoffables. Il y a des coachs qui sont pas capables de faire ça, mais en revanche, ils sont capables de faire passer d'une équipe de playoffable à une équipe contender, voire, au moins d'aller loin en playoff, d'aller gagner des matchs de playoff. Et j'ai envie de dire, c'est presque 2 coachings différents. Et il y en a un, c'est développer des joueurs pour arriver pour créer une identité. D'autres, c'est pour gagner. Et je pense que c'est ça la différence entre les 2 coachs. C'est pas forcément plus que l'expérience. C'est la typologie des coachs. Et on sait que Sean Payton est capable de faire passer ce step et de maximiser le potentiel de son équipe pour les faire accéder à quelque chose au-dessus. On a vu aussi un Josh Allen, mon cher Seb, qui a eu des difficultés. Alors un Josh Allen qui a parfois été très bon et un Josh Allen qui a aussi eu des décisions malheureuses. On pense à ce fumble notamment en fin de première période où il relâche le ballon alors qu'il avait gagné la première tentative, qu'il lui suffisait de mettre le genou au sol. Il a relâché le ballon, ce qui a donné, parce que ça pourrait paraître anecdotique, mais ça donne 3 points aux Broncos, et les 3 points à la fin, ils se ressentent quand même. Donc voilà, on a eu un Josh Allen très ému à la fin de la partie, qui a dit qu'il avait laissé tomber ses coéquipiers, que la défaite était de sa faute. C'est son rôle de quarterback, certes. Est-ce que tu partages son analyse? Est-ce que pour toi, la défaite des Bills est en partie due à Josh Allen? En grande partie. Quand on prend les stats offensives de Buffalo, c'est quand même fou parce que 449 total yards, 10 sur 15 sur les conversions de 3e down, 1 sur 1 sur les 4e, 3 sur 5 dans la red zone. Je veux dire, avec une ligne de stats pareille, tu gagnes ton match. C'est pas possible. Mais Denver a réussi à exploiter tous leurs turnovers, 5. Donc sur ces 5 turnovers, ça fait 16 points pour Denver au total. Tu enlèves ça, enfin, c'est pareil, c'est plus le même match. Donc, oui, Josh Allen, effectivement, il est responsable d'un certain nombre de ces turnovers, 2 interceptions et 2 fumbles perdus. Le souci, c'est que ces pertes de balles, ça peut faire partie du forfait avec son style de jeu. Ça peut faire partie de la Josh Allen Experience. Là, bon, la Josh Allen Experience, le volume a été poussé un petit peu à fond dans ce qu'elle peut avoir de pénalisant pour l'équipe. Elle a été poussée au mauvais moment. Après, c'est quand même difficile de reprocher à cet homme, à qui on demande de jouer à Superman depuis le début de la saison, d'avoir voulu jouer à Superman au moment où ça compte.
Je comprends qu'il endosse la responsabilité. De là à lui jeter la pierre, j'irai pas jusqu'ici. Hein. Surtout que les statistiques de Josh Allen, 25 sur 39, 283 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions, mais aussi 12 courses, 66 yards, c'est quand même loin d'être un match où il passe complètement au travers non plus, quoi. Faut pas exagérer. C'est pas une catastrophe. Là où il y a le problème, évidemment, c'est sur les turnovers, c'est sur les pertes de balles. Et encore que sur la dernière interception qui a fait tant parler, tant couler d'encre, tant voilà. Est-ce que la responsabilité est vraiment sur Josh Allen? On peut fortement en discuter parce que c'est Brandon Cooks qui ne termine pas sa réception. Sinon, il y a jamais interception. Donc voilà, on pourra en discuter. D'ailleurs, pour ceux qui se disent encore, il y a peut-être pas interception, etc., je vous envoie vers la vidéo de Mathieu, mais que s'est-il passé magnifique, qui est sorti ce lundi, où il explique parfaitement en quoi cette interception est valable et pourquoi est-ce que c'est le bon call de la part des arbitres. Il va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Je vous invite à aller sur le compte de Mathieu Van Baal. Mon Yaya, toi, ton avis sur Josh Allen? C'est encore une fois les Bills qui échouent encore en playoff. On sait que c'est son péché mignon, le turnover à Josh Allen. Mais, comme l'a dit Seb, ça va avec son style de jeu. Et high risk, high reward. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a high risk, mais il n'y a pas high reward. Et tu parles beaucoup anglais, ce soir? Oui. Il est très, il est bilingue. Il est très polyglotte. Oui. Alors, non, je ne glotte que le français et l'anglais. Je ne glotte pas l'allemand tel notre ami qui aime la chance. Voilà. Monsieur Chance. Voilà, Chance le rappeur. Moi, je trouve que, ça va avec son style de jeu et tu peux pas brûler ce que tu aimes. Tu peux pas brûler ce que tu as aimé comme ça. C'est-à-dire que quand tu es fan des Bills, tu sais ce que tu as. Tu sais que tu as un gars qui peut te faire gagner un match, mais il peut te le faire perdre. Et là, il te l'a. Et je dirais pas qu'il te l'a fait perdre, mais il te l'a pas fait gagner comme il aurait dû. Très bien. C'est donc une nouvelle. Ce sera donc une nouvelle apparition pour les Denver Broncos en finale de conférence AFC. La dernière fois qu'ils étaient en finale de conférence AFC, c'était quand ils ont été au titre avec Peyton Manning. Sans doute, c'était une question ouverte. Je n'ai pas la réponse. C'était pas 2015 ? Attends, je vais vérifier ça tout de suite. 2015, oui, effectivement. 2015, la dernière fois où ils ont remporté, c'était le Super Bowl 50, le fameux, celui où il y a marqué, c'était avec un 5 et un 0. Le seul que j'ai pas en chiffre romain. Bref, c'est très intéressant. Oui. On salue Steelers France, du coup, puisque c'est en chiffre romain. Voilà, salut à Steelers France. Oui, alors celle-là, je suis pas sûr que la dédicace, il l'ait vu venir tout de suite, tu vois. Je pense, il y a encore une minute de ça, il s'attendait pas à ce que son nom soit cité, mais c'est arrivé. Et c'est comme ça, Yaya, il nous surprendra toujours. Hein. Exactement. C'est ainsi. Tu vois, tel un blitz. Tu vois, j'arrive tel un blitz. Voilà. Très bien. On va passer au dernier match, au match qu'on a commenté ce dimanche sur Twitch. Oui, on est obligé. La rencontre entre les New England Patriots et les Houston Texans, avec là encore, mon Seb, pléthore de turnovers. Ça a plu de tous les côtés. Ça a neigé, surtout sur Foxborough, une victoire 28-16 des Patriots. Mais alors, un véritable cauchemar offensif pour les Houston Texans. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai rarement vu un match aussi brouillon offensivement et de la part des deux équipes dans l'absolu. On s'y attendait un petit peu. Malheureusement, CJ Stroud a complètement craqué sur ce match. 20 sur 47, 212 yards, 1 touchdown, 4 interceptions, 3 sacs encaissés, un rating de 28.0. Il a été mis sous pression très
rapidement. Il a présenté de très gros problèmes de précision qui ont mené à plusieurs de ses interceptions, en particulier des balles qui arrivaient sur la mauvaise épaule des receveurs. Il a également plusieurs fois refusé de lâcher son ballon alors que le jeu était mort depuis longtemps. Peu de complétions profondes également. Il s'est beaucoup reposé sur ses tight ends et sur des jeux en check down. Il a jamais réussi à mettre de pression ou à constituer une menace sur le backfield défensif de New England. Et c'est à l'image de ses performances sur les 2 dernières semaines. Et moi, j'ai pu lire sur les sites d'analystes US que, alors malgré les problèmes qu'avait l'attaque de Houston, avec cette ligne qui était sans cesse remaniée pendant toute la saison et dont la qualité était quand même plus que suspecte, avec les absents qui se sont présentés pour ce match, pas de Nico Collins et Dalton Schultz qui sort en cours de rencontre. Ouais, et puis au bout de 5 minutes même. Et puis au bout de quelques minutes, oui, tout à fait. On commence à se poser des questions sur la marge de progression restante à CJ Stroud et s'il n'a pas déjà plafonné. Je pense que à titre personnel, je pense que c'est beaucoup trop prématuré, mais effectivement, ses performances des dernières semaines, sa sortie contre Pittsburgh en wildcard, où il commet, je crois, 5 fumbles, si ma mémoire est bonne, avait quand même déjà laissé pas mal de traces. Et là, c'est la confirmation de cette spirale descendante. La bonne nouvelle pour Houston, malgré tout, ça reste tout de même sa défense. 248 yards encaissés seulement, 5 sacs enregistrés. Dont 2 pour Daniel Hunter, 3 pour Will Anderson. Cette défense, c'est une défense d'élite. Elle est à la hauteur de défense qu'on a pu voir, notamment, je pense, celle des Ravens dans les années 2010, où vraiment ce type. Mais elle n'a pas été récompensée. Elle a fait de nombreux stops. Elle a de très nombreuses fois donné le ballon à l'attaque dans des positions favorables, et l'attaque n'a pas réussi à les exploiter. Et c'est même pas de pas réussir à les exploiter, ne pas marquer le touchdown et repartir avec 3 points. Non, ça finissait avec une perte de balle ou une perte de terrain, interception ou un turnover sur down. Ouais. Voire particulièrement frustrant dans le résultat final. Et cette défense, elle a absolument pas démérité malgré les 28 points encaissés. On va se concentrer après sur les Patriots. Yaya, tu voulais dire quelque chose sur CJ Stroud, je crois. Oui, parce que dans le live, j'ai mis les pieds dans le plat sur CJ Stroud et savoir s'il n'avait pas. Et tout le monde était d'accord. Alors moi, si j'ai posé la question, c'était dans manière candide, mais c'était pas pour être fielleux pour une fois. Ouais, précise. J'aime bien le pour une fois. Je pense que c'est un quarterback qui va avoir qui est limite en agneau sacrificiel. Ah, quand même. Ouais, je pense que participation playoff en 3 saisons quand même. Et 3 fois divisionnaire. Ah non, quand je dis un agneau sacrificiel, c'est que on lui enlève des joueurs de sa ligne tout le temps et que il a pas de jeu de course, il a pas de ligne. Moi, je trouve que qu'il soit, alors il a été blessé cette année, mais qui les amène 2 fois au division, 3 fois au divisional round, ça pose son bonhomme. Alors, est-ce qu'il a un plafond de verre? J'ai envie de dire, est-ce que toute cette équipe de Houston n'a pas un plafond de verre à cet endroit-là? Parce que ça fait quand même 3 participations de suite et 3 fois qui s'arrêtent à ce moment-là, parce que l'an dernier, ils avaient des joueurs offensifs, ils avaient tout ça. Il y avait eu des blessés aussi, très importants avant les playoffs. Stephen Diggs et déjà Nico Collins avaient été blessés. Ouais. Tank Dell, il n'est plus là. Moi, si tu veux, en fait, le truc, c'est que, ok, il blinde la défense très bien, mais au bout d'un moment, faut quand même gagner des matchs. Là, on a vu les limites de la fameuse la défense gagne des titres. Parce que là, la défense les a mis en position excellente. Je veux dire, 80% du temps ou 90% du temps, avec des stats défensifs comme ça, tu gagnes le match. Mais voilà. Et en fait, moi, c'est pour revenir là-dessus. Moi, je pense que CJ Stroud n'est pas à remettre en cause. Moi, je pense que c'est plutôt tout ce qui est autour de lui qui est à remettre en cause.
Parce que là, aujourd'hui, on le livre en pâture, le pauvre bonhomme. Et effectivement, il est perdu. Et ok, il fait des mauvais choix, mais son seul go-to guy de l'attaque, mais il se fait le mollet au bout de 5 minutes. Et le seul gros play qu'il y a eu, c'était avec Dalton Schultz sur le premier drive. Un jeu de 42 yards, oui, effectivement. Et ouais, donc tu vois qu'ils remettent en cause. Moi, je trouve ça extrêmement dur. Surtout qu'on sait que c'est un quarterback qui, alors du fait d'avoir une ligne qui n'est pas forcément excellente, mais c'est un quarterback qui est quand même sujet aux blessures et aux commotions, CJ Stroud. Et le fait d'en lui enlever des éléments de la ligne, c'est un peu comme si tu en enlevais à Tua Tagovailoa, tu vois, dans une moindre mesure. Moi, c'est pas quelque chose que je ferais. Enfin, je veux dire, t'as un quarterback, tu sais qu'il est performant puisqu'il t'emmène à ce niveau-là. Bah, la moindre des choses, c'est que tu essayes de le protéger, de le chouchouter. Alors, moi, il y a juste une chose, c'est que il est en 3e année. Will Anderson est en 3e année. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir les payer. Tu n'auras pas l'argent pour tous les payer. Donc, en fait, tu as 2 ans. Tu as 2 ans pour construire une attaque et capitaliser sur ta défense. Tu as une fenêtre de 2 ans. Ça veut dire que où tu te dis je fais all-in sur 2 ans, ou alors tu restes dans cet entre-deux vaseux et tu fais ok, tu peux peut-être gagner ta division quand parce qu'il y a Encore, là, cette année, il la gagne pas. Hein. Oui, Il parce que Jacksonville, parce qu'il partait avec combien? Un 0-3 0-3, ouais. Il partait avec un voilà. 0-3 et puis tu as quand même Jacksonville qui fonctionne très très bien cette année. Hein. Ils sont plus. Houston n'est plus entre guillemets tout seul dans la division. Ouais. Il y a eu Indianapolis pendant un moment aussi. Ils ont été 2 ans. Ouais, cette année, il y avait des contenders. Hein. Ouais. Et ça a été relevé pendant un moment, oui, en effet. Et est-ce que Jacksonville, parce qu'on sait que c'est sinusoïdal, Indianapolis, avec c'est tout ce que l'on sait d'Indianapolis, c'est une inconstance et en plus ils n'ont pas de bol. Eux, en fait, ils ont vraiment ces 2 ans là où ils doivent faire quelque chose parce que sinon tu auras drafté un numéro 2, un numéro 3 de draft qui t'ont fait passer d'une équipe bas de classement où tu n'attendais rien à une équipe playoffable qui fait 3 divisional rounds. Ben il faut passer le cap. Je pense qu'il y a un vrai problème en attaque. Je suis pas sûr que le problème soit que le quarterback. On parle un petit peu des Patriots quand même, parce que les Patriots seront en finale de conférence, donc avec cette victoire face aux Texans. Mais est-ce que vraiment, mon Seb, t'es rassuré par cette équipe des Patriots qui certes a montré des qualités notamment défensivement, mais il y a quand même des pertes de balles de Drake May qui pourraient éventuellement coûter cher un peu plus loin dans la compétition. Il y a des pertes de balles de Drake May, il y a aussi quand même une défense qui, elle aussi, provoque 5 turnovers, mais une attaque qui, elle également, a eu du mal à capitaliser dessus. New England, ils l'ont emporté sur ce match parce qu'ils avaient un effectif plus complet et plus versatile que Houston. Et c'est ce qui leur a permis de surmonter leurs lacunes. La défense a été très énergique. L'attaque a réussi à se rallier autour de son quarterback, qui est toujours dans la conversation pour le titre de MVP de la saison régulière. Hein. Ne l'oublions pas. Drake May, 16 sur 27, 149 yards, 3 touchdowns, une interception. Un certain nombre de fumbles hein, aussi, il ne faut pas le cacher. 3, si ma mémoire est bonne. Là aussi, certainement une attaque qui a été handicapée par les conditions météorologiques qui étaient
assez particulière, hein, avec ces chutes de neige et de pluie verglacée. Il a réussi les jeux qu'il fallait, au moment où il le fallait. Une conversion de 4e dans le premier quart-temps. Des passes précises, notamment sur Keishon Boutte pour 18 yards et Stephen Diggs pour un touchdown de 7 yards. Il encaisse quand même 3 strip sacks, c'est-à-dire 3 sacs sur lesquels il perd le ballon. Et il y aura un de ces fumbles qui sera recouvert par Houston. Mais il a fait le nécessaire sans pour autant porter son équipe. Alors, je suis plus rassuré par les Patriots que rassuré par Drake May lui-même. Il ne faut pas oublier que c'était la première fois qu'il affrontait une défense top 5 de la ligue. Le résultat a été ce qu'il était, c'est-à-dire chaotique, mais c'était difficile d'en demander plus dans les circonstances du match. Faut quand même noter tout de même, avant que je ne termine, la super réception de Keishon Boutte en fin de match, le catch à une main pour le touchdown de la victoire. Ça, c'était cool. C'était pas de la chance, ça. Non, c'est pas de la chance. Non, ça, c'était pas de la chance. Toi, mon Yaya, est-ce que t'es rassuré par ces Patriots? Tu les vois pouvoir continuer au-delà de la preview qu'on fera vendredi? Est-ce que tu te dis pas, Drake May contre les Chargers, ça a déjà été un peu compliqué. Là, ça l'est encore. Plus le niveau augmente, est-ce qu'on va pas voir finalement les limites du rookie, quoi? On en a parlé vite fait. Il y a une blessure qui change beaucoup de choses du côté de Denver. J'ai dit du rookie du deuxième année. Hein. Sophomore. Pardon. Il est tellement jeune, ce Drake, mais il a une tête de jeune de 20 ans. Alors, oui. J'ai encore mis rookie cette année. Moi, il fait des saisons en 34 matchs avec moi. Les conditions, effectivement, comme l'a dit Seb, il a une grosse défense en face. Mais il a une chance, c'est d'avoir un offensive coordinateur qui sait très bien manager et développer ses petits jeunes. Plus Mike Vrabel qui va bien le protéger en tant que head coach. Après, aller au-delà, on a toute la semaine pour en parler, hein, mais il va y avoir une autre étape. Est-ce que une équipe qui saura profiter de la bonne position qu'offre la défense, ça risque d'être plus compliqué, quoi. Ça risque d'être plus compliqué. On va reparler de ces deux finales de conférence. Donc, on les rappelle, Seahawks Rams et Broncos Patriots. On en reparlera donc dans le podcast de vendredi. On fera une présentation complète de ces deux rencontres qui se dérouleront donc dimanche à 21h pour le Broncos Patriots et dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, donc plutôt lundi à minuit et demi pour le Seahawks Rams. Voilà pour toute ce débriefing complet du Divisional Round. Je rappelle que demain, vous retrouverez un podcast spécial sur la valse des entraîneurs en NFL actuellement. Et donc vendredi, on se retrouve pour la preview des finales de conférence. Il ne reste plus que 3 petits matchs dans cette saison NFL. On n'oublie pas non plus les podcasts NBA, les podcasts MLB de The Playoff qui continuent à se développer et à paraître. Oui, mon cher Yaya? Non, je disais que pour la valse, qu'ils viennent. Très bien. Et c'est là-dessus qu'on finira. Qu'est-ce que vous voulez? On finit pas toujours par le meilleur, mais c'est ainsi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci mon Seb d'avoir été là. Merci mon Yaya. Et on se dit donc à très vite pour de nouvelles aventures NFL sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao, bye.